Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry est un élément de blocage dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ce qu'a déclaré l'ex-président de la Chambre des députés, Gary Baudou. Le chef de la police haïtienne, M. Léon Charles, annonce l'intensification des opérations contre les gangs de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les sismologues Éric Calais et Stevie Julien Smith plaident en faveur du respect des normes de construction. Le chef de la police haïtienne, M. Léon Charles, annonce l'intensification des opérations contre les gangs de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Toutefois, il sait qu'il doit remonter le moral de ses troupes au plus bas depuis la débâcle du village de Dieu. La durée de vie d'un bandit est de 2 ans. Les bandits se retrouveront au même endroit que les chefs de gang tués au cours des dernières années, a déclaré le directeur général de la PNH. Kidnapping sont l'autre forme de violence que bandits toujours appliquée pour détruire famille, pour terroriser les gens. C'est vrai, dernièrement, une hausse dans la forme de violence. La police a analysé Kayo, regardé tendance, qui boit au premier, qui boit y aller avec eux, et nous avons continué à faire ça. Nous comptons faire. Nous avons continué à demander des CPJ, qui c'est police judiciaire, qui a 25 ans, la fait travail ça. Il y a plus de matériel nous supposons recevoir pour nous traquer de façon pour nous utiliser des dernières technologies. C'est vrai, il y a une certaine résurgence dans le kidnapping, mais la police, même gens, la traqué bandits, qui a boulé, qui a pillé, kidnappeurs, nous avons une cellule contre-enlèvement qui travaille sur ça, et nous avons cherché plus de moyens pour nous capables de faire ce travail là et réduire ou bien stopper genre de violence sur la population. C'est dans 4 phénomènes d'insécurité que nous avons parlé là. Hier soir, il y a une machine qui passait dans la zone d'Elma 43. Il y a des gens qui sont victimes. La police, là, il y a le premier élément machine, ça a couleur, marque. Malheureusement, il n'y a pas de plaque là. Donc, il prend pour nous renforcer la présence là pour que nous éviter genre de violence à la population. Et m'a profité pour moi retourner sur l'appel que m'a fait sur la population. À la population pour nous joindre une collaboration. La police est victime de bandits. Mais nous-mêmes, en tant que journalistes, en tant que maman, papa, qui vivent dans le pays, nous sommes victimes de phénomènes. On mettait ensemble avec la police. Nous avons une police qui est engagée. Avec moyens que nous gagnons, c'est 26 ans d'expérience que nous gagnons, une certaine expertise que nous développons dans le domaine. Il y a des hauts et des bas. Nous avons continué de travailler pour que toute gang qui a des problèmes, quoi des bouquets, vite l'homme, nous avons une fixation sur vite l'homme. Parce que monsieur a assassiné les policiers, il a assassiné. Vite l'homme sont bandits, oui. Ou pas qu'à faire tête ou passer pour un homme d'affaires. L'autre qui dit, il a privé sur la police là, force là, c'est dans le lié. Calme. Calme. Et avec appui population, il a privé, résoudre ou bien diminuer le nombre de cas de violence. Tirer sur le monde pour qui ça? Les gens qui sont blessés, qui ça a fait bandit? Ils ont l'autre objectif, mais l'objectif de la police, c'est stopper pour peur. Pour la police n'a pas peur. Il faut travailler avec la population pour que la peur change de camp. C'est bandit qui pour peur.
L'ex-président de la Chambre des députés, Gary Bodo, accuse le Premier ministre, M. Ariel Henry, d'être un élément de blocage pour la réalisation de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il s'est mal comporté dans le dossier, tranche l'ex-parlementaire lors d'une interview à Radio Métropole ce mardi 7 septembre. Il n'y a pas de volonté politique pour faire la lumière sur ce crime, a martelé l'ex-député de Delma, arguant que le chef de l'exécutif a envoyé des messages codés aux principaux auteurs, notamment le juge instructeur. Selon M. Bodo, le Premier ministre a indiqué qu'il connaissait ou qu'il était l'ami de certaines personnes accusées d'implication dans l'assassinat du président. Je n'accuse pas le Premier ministre d'être responsable de l'assassinat, a toutefois nuancé M. Bodo. Le sociologue Daniel Supplice déplore qu'aucun accord ne puisse être trouvé actuellement, alors que le président Jovenel Moïse, présenté comme le principal point de blocage à l'évolution de la situation, le président n'est plus. Il a dénoncé l'incapacité des Haïtiens à s'entendre, alors que selon lui, un accord politique est indispensable. Un autre séisme majeur peut encore toucher Haïti, alertent les sismologues Éric Calais et Steve Julien. Ils expliquent que la faille Enriquillo, lors des 2 derniers séismes, s'est cassée sur 80 km, soit moins d'un tiers de sa longueur totale. La faille qui part de Tiburon pour arriver dans la région frontalière s'était cassée sur 50 km le 14 août dernier. Les autres segments de la faille continuent d'accumuler de l'énergie. De plus, ils ont indiqué que la secousse tellurique du 14 août était de magnitude 7,2, soit 40% plus forte que celle de 2010. Il est très probable que cette fois-ci, ce soit la faille Enriquillo elle-même qui est cassée entre l'asile, en gros, et puis la zone du pic Macaya. Il faut se souvenir qu'en 2010, les premiers instruments de mesure, des sismomètres et autres types de capteurs, sont arrivés sur le terrain 3 semaines après le tremblement de terre. On ne connaissait pas la faille de Léogane, on ne connaissait pas l'extension de la rupture, on ne savait rien. Cette fois-ci, les choses sont très différentes pour 2 raisons essentielles. C'est que d'abord, on a eu la chance de pouvoir mettre en place un réseau sismologique qui a bien fonctionné grâce à ce qu'on appelle des sismo-citoyens. Donc des volontaires qui sont un peu partout dans le pays et qui hébergent chez eux une petite station sismologique. Donc on a en temps réel la séquence des répliques, par exemple. Et donc on sait sur quelle distance ces répliques ont lieu, on sait combien il y en a, etc. Le deuxième élément qui est très différent par rapport à 2010, c'est qu'en 2021, on a en Haïti une capacité locale de recherche. 2 jours après le tremblement de terre, il y avait Steve Simit, Saint-Marec-Saint-Fleur et d'autres qui étaient sur le terrain, dans la zone du séisme, pour faire des mesures. Et donc on a instantanément beaucoup plus de résultats et on peut dire aujourd'hui des choses qu'il a fallu attendre 1 mois pour pouvoir dire après 2010. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus, sur le développement d'une capacité de recherche au sein de l'université, de la faculté des sciences en l'occurrence, dans le laboratoire URGO que dirige Dominique Boisson. En termes de magnitude, déjà, les calculs finaux, on va dire, pour 2010, on donne une magnitude de 7,0. Donc 2010, c'était 7,0. 2021, c'est 7,2. Donc 2021 est plus fort que 2010. C'est un séisme qui est de magnitude supérieure. La magnitude, c'est une chose, mais ce qui est important, très important, notamment pour les bâtiments, c'est le mouvement du sol, donc l'énergie qui est libérée par le séisme. Un magnitude 7,2, comme le 14 août dernier, est en fait 40% plus énergétique, plus puissant que le séisme de 2010. Donc effectivement, si le tremblement de terre des Nippes, on l'appelle comme ça, le tremblement de terre du 14 août, avait eu lieu plus proche de Port-au-Prince, ça aurait été catastrophique. Et si on revient dans l'histoire, on sait, d'après les archives historiques, que le grand sud du pays, de l'île en fait, a été affecté par une série de tremblements de terre en 1701,
1751 2 fois, puis 1770. Et après, ça s'est à peu près calmé. Donc 4 tremblements de terre importants, dont la magnitude n'est pas connue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau sismologique. Mais d'après les dégâts, on peut estimer que c'était des magnitudes de l'ordre de ce qu'on a vu en 2010, 7, plus ou moins quelque chose. Donc en 70 ans, 4 tremblements de terre. Et puis après, cette faille s'est calmée jusqu'à 2010. Ça se réveille en 2010 par petits morceaux. Et on ne sait pas, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ni quand les autres tronçons peuvent casser, mais il faut bien en être convaincu. Si on n'était pas en 2010 et si on n'était pas toujours après 2010, c'est une réalité. Cette faille, elle est là, on vit dessus et elle est toujours chargée. C'est que le phénomène est récurrent, donc ça a tendance à se répéter, mais ce n'est pas périodique. Pas périodique. On ne peut pas dire qu'à chaque 10 ans, eh bien, on va avoir un séisme majeur, donc, mais on sait que ça va se passer. Les handicapés victimes qui vivaient sur l'ancienne piste de l'aéroport continuent d'exiger de meilleures conditions de vie. Lors d'une conférence de presse ce mardi, ils ont dénoncé le laxisme affiché par les autorités qui refusent de les relocaliser. Depuis là, nous sommes là pour 2 ans. Nous faisons 11 ans et demi. Pendant 11 ans et demi, 15 mars 2020, nous recevons un premier incendie. 25 mai 2021, nous recevons un deuxième incendie par bandit. 16-17 juin 2021, nous recevons un troisième incendie par la police haïtienne qui c'est Simo, qui voulait shelter nous. Depuis jour ça, soit notre désir qui c'est secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, mettez nous sentive à la belle étoile. Il retire nous après quelques jours, il mettez nous Delma Central dans l'école communale. Il dit espace là pas approprié, il mettez nous pour une semaine. Jusqu'au maintenant, des handicapés qui vivent en l'air. Nous faisons 3 mois là-dedans. Les mois en l'air pas bon pour nous, nous mettons nous ensemble, nous obligés d'investir local qui c'est bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées dans la zone Senghor numéro 13. Nous parlons de 2 mois là. Depuis le même jour, soit net désir par visiter nous un jour. Les jours même, les villages du GDP viennent faire constat. Mais nous-mêmes, nous voulons les nous, pas de constat pour nous parce que nous ne sommes pas nous. À grand étonnement, c'est la police qui se protège et servir, c'est lui qui met du feu sur les handicapés. Est-ce qu'on connaît dans Deboué Kayo, Mazi Kayo, nous avons un squelette en bas, Zomoun, on connaît bébé, pas attendre, il y a un bébé qui est enceinte, il prend balle, tout le monde, il y a un bébé qui prend balle dans le pied, ça sont crimes. Est-ce que c'est parce que les handicapés qui fait droisir, mais pas dire rien? Dans boule figure ambassade américaine, département d'État là, les handicapés, il y a boule Kayo, pas dire rien, OEA là, pas dire rien, Bini là, pas dire rien, protection civile là, nous ne pas dire rien. Nous venons là, nous venons demander en clé sans condition, nous venons demander support. Et à travers le monde, tout le monde handicapé, 3 seules façons de handicapé. Soit font maladie ou handicapé, ou bien accident, ou fait tout handicapé. Eh bien, nous demandons encadrement. Nous ne connaissons pas de nous ça en l'eau, mais nous te mettons en bonze, en bois. Nous demandons si encadrement sont clés, nous avons besoin pour nous dormir, pour nous récupérer la famille. Nous. Mais l'école pour l'ouvrir là, petit nous gagnons dans la rue. Et nous ne pas dans l'abri provisoire encore. Nous demandons une clé pour tout le monde, pour nous dormir, parce que l'État pas de nous c'est quoi où tu te bats nous. Eh bien, nous-mêmes, les nous demandons des cas là, pas pressionner une faire sur l'État. C'est d'après convention américaine, convention Union européenne, d'après OEA, plus que 19 pays mettent tête ensemble, ils ont voté, ils ont ratifié, tas de lois, ils ont publié pour les handicapés, jouer nos cailles, pour l'État, ballon caille avec accessibilité. Nous avons tous croisé dans notre jeunesse, aux premières lueurs de l'aube sur la route de Kinskov, nous avons tous croisé ces marchandes à la fine indienne portant sur la tête d'immenses paniers pleins de fruits et de légumes sortant de Kinskov et se rendant dans les différents marchés de la ville. Justement, ces marchés de fruits et légumes, nous allons essayer d'aller un peu plus à fond dedans, dans cet aspect des choses, et voir quelles sont les opportunités d'affaires qu'il y a dans ce domaine particulier, avec notre invité, William Savary, économiste. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Ces marchandes, vous les avez croisées comme tout le monde. À 4 heures du matin, absolument. Descendant avec des paniers énormes sur la tête,
plein de fruits, plein de légumes. C'est une observation assez astucieuse parce que ça démontre automatiquement qu'il y a de la production dans le pays. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens que le pays ne produit plus rien. Donc ces marchands sont la preuve tangible que en fait, le paysan travaille, le paysan produit et fournit de quoi consommer à la population et à la nation. Oui, oui, le paysan, l'homme, fait les jardins, la femme fait le commerce. La relation qui existe, c'est que l'homme travaille le foncier. La terre. Hein? Ouais. Et en général, le paysan qui travaille la terre, souvent, il a plus qu'une seule femme. Parce que les femmes, ce sont elles qui s'occupent de la commercialisation de la production agricole. Et c'est pourquoi, par exemple, dans tous les marchés que vous voyez à travers le pays, tous les gens qui sont impliqués dans la distribution. Alors, on dit dans la distribution, dans leur cas, la commercialisation, ce sont les gens qui portent les paniers sur leur tête. C'est vraiment ça, c'est une maille de la distribution. Qui prennent le produit de point A à un point B, ou au point B, où le produit se vend, ou le produit est vendu en gros à quelqu'un d'autre qui va revendre. C'est ça. Donc c'est la chaîne de distribution de la production des légumes dans le pays. Oui, et ça, cette deuxième partie, c'est un travail exclusivement féminin. Exclusivement. On n'a jamais vu un marchand. On ne voit que des marchandes. Absolument, voilà, absolument. Très bien. Bon, et ce sont des femmes très courageuses. Très courageuses. Extraordinairement courageuses. En fait, les femmes haïtiennes au niveau de la paysannerie colportent le pays. Hein? Vraiment, la vraie réalité de ce pays, c'est pas dans les magasins de commerce qui vendent des produits importés. C'est la filiale de l'agriculture, de la filiale de la production des légumes et des fruits, bien sûr, où le paysan produit, la femme apporte au marché et arrivé au marché, les ventes se font et rentre chez elle avec le capital nécessaire pour recommencer. Et c'est un produit à risque parce que lorsque les produits sont récoltés, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de moyens de conservation. C'est des produits périssables. C'est des produits périssables. Donc ce sont vraiment des gens qui ont la vie très précaire en matière de la durabilité de leur production. Mais vous avez parlé, William, d'opportunités d'affaires. Qui a fait? Bon, écoutez, la dernière fois, dans mes recherches, j'ai eu à visiter le marché de fruits et légumes qui est à Pétionville, qui monte la partie de la route de Tête de l'Eau. Et qui va rejoindre la route de Kinskov. C'est ça. Maintenant, il faut dire que dans une petite agglomération de peut-être 4-5 km, il y a... Même pas, mais on peut facilement recenser 10 000 à 20 000 personnes qui sont là. D'une part, il y a les gens qui viennent vendre et il y a les gens qui viennent acheter. C'est ça. Maintenant, si on prend une moyenne de 10 000 marchands qui sont là présents et que chaque personne dépense environ 50 000 goudes ou 50 000 à 100 000 goudes, parce que les gens qui viennent acheter sont souvent les propriétaires de restaurants, les revendeuses ou les gens qui vont vendre en gros ailleurs. Donc on a facilement une circulation de 500 millions de goudes. Donc, dans ce petit coin. Vous êtes un peu généreux avec les chiffres, là, William. Mais c'est en parlant... 10 000 marchands, des 50 000 gourdes d'achat. Oui, mais d'abord, 10 000 marchands, c'est beaucoup, 10 000. Il faut y aller pour voir. Et ensuite, 50 000. Si moi, je vais acheter, je ne vais pas acheter pour 50 000 gourdes. Oui, mais ce n'est pas les gens comme vous qui viennent acheter, ce sont les gens qui viennent acheter pour revendre. Ou les restaurants qui viennent acheter pour la consommation, pour l'utilisation des légumes à l'intérieur de leur restaurant. Ouais. Moi, bon, bien sûr, en menant des recherches, j'ai dû acheter, mais j'ai dépensé 25 000 gouttes. Donc... Ah oui, quand même, hein? Oui. Donc, il faut vraiment mettre il faut regarder les proportions. Et les proportions sont toujours relatives. Et c'est comparativement à ceux qui viennent. Par exemple, il y a les marchands qui achètent, mais qui ne l'achètent pas pour eux-mêmes. Parce que ce sont des gens qui représentent des fédérations de marchandes. Bon, les marchands se fédèrent. Il y a une personne qui va acheter
Et maintenant, après avoir acheté, il y a la redistribution qui se fait parmi les marchandes. Okay? Donc, il y a cette activité de troc qui est une des activités qui se fait. Donc, on peut prendre 5 marchandes. Une marchande représente les gens qui sont intéressés dans les carottes. Une représente les gens qui sont intéressés dans les aubergines, le mirliton, les etc. choux, etc. Et la personne qui achète, les gens se rencontrent quelque part et le troc se fait. Mais lorsque vous voyez une marchande qui a, par exemple, 50 produits dans son panier, c'est le résultat du troc. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris 50 petits produits pour mettre dans son panier. D'accord. C'est quelqu'un qui, quelque part, qui a fait partie de cette équipe et la redistribution s'est faite et le troc a eu lieu. Intéressant ça. Bon, est-ce que ça veut dire que pour que ça devienne rentable, parce que malheureusement ces marchandes ne donnent pas l'impression de rouler sur l'or, elles ont un travail extrêmement ardu, difficile, sont des femmes admirables de courage et de persévérance, mais... Maintenant, il faut vraiment compter sur le fait, il faut identifier le fait que c'est un business à très grand risque. Quelles que soient les intempéries. Et qui ne rapporte pas beaucoup finalement, parce que la marge de profit est quand même limitée. C'est pas que ça ne rapporte pas beaucoup, c'est plutôt la valeur du produit n'est pas vendue, la transaction ne se fait pas à la juste valeur. Parce que le prix de ce que vendent les gens auraient pu vendre à meilleur prix ou beaucoup plus cher. Bon, il y a la question du pouvoir d'achat dans le pays. Il y a la question de la concurrence, parce que c'est dans un marché au marché aux fruits, de légumes, si vous voulez, c'est l'économie capitaliste pure. Et la concurrence est maîtresse. Et les gens vendent presque la même chose. Donc la personne qui a le plus bas prix, en général, peut vendre davantage, mais on peut marchander avec une personne, avec une marchande aujourd'hui, et aller à côté et acheter le même produit à meilleur prix. Donc la concurrence est farouche. Et toutes les fois qu'il y a concurrence farouche, les prix ne peuvent pas refléter la valeur du produit. Donc il y a ceci. Maintenant, il y a aussi le fait que les gens travaillent dans des conditions qui sont dégueulasses. Je vous dis, et il n'y a pas d'encadrement au niveau de l'État. Il y a pas d'encadrement, et les gens ne sont pas eux-mêmes organisés, ne sont pas organisés de façon à commercialiser leur pays, leurs produits de façon plus efficace et plus rentable. Donc il y a toute une série il y a une série d'éléments qui rentrent en jeu qui pourraient les rendre beaucoup plus prospères et faire que la vente et la production agricole d'abord soit beaucoup plus rentable et que les gens qui s'engagent dans la vente soient beaucoup plus prospères. Donc, et ça, c'est tout un mécanisme parce qu'il faut le savoir, il faut la formation, il faut le crédit, il faut le transport, il y a la préservation de la marchandise. Parfois, plusieurs fois, les gens viennent avec le marchandise, si ce n'est pas vendu, les gens sont obligés de jeter parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux avec. Et aussi, les produits, il n'y a pas de réfrigération. Donc, il y a toute une infrastructure à mettre en place pour que la rentabilité de cette activité puisse se réaliser. Est-ce que la solution passe par des coopératives agricoles? Les coopératives agricoles, ça pourrait être une des solutions. Bon, maintenant, il faudrait qu'à l'intérieur de la coopérative, que les gens soient munis de moyens pour fonctionner. Par exemple, on peut avoir une coopérative agricole pour acheter les engrais. On peut donc des activités qui peuvent réduire les coûts. Et toutes les fois que les coûts sont réduits, la marge devient beaucoup plus élevée. Maintenant, en dehors de ça, il faut également une coopérative. Il faut que la coopérative soit munie de moyens pour commercialiser les produits. Donc, j'ai vu des efforts qui se sont faits. Par exemple, des gens qui s'organisent. Par exemple, ça, c'est opportunité d'affaires. Des gens comme vous et moi, on s'organise en coopérative, on achète des producteurs, on vient avec dans nos magasins, on conditionne et on est à la réfrigération et à la gestion pour permettre à ce que les produits puissent, la longévité des produits puisse être plus longue et aussi pour pouvoir vendre à des prix plus élevés. Mais ça garantit d'une part un marché pour celui qui produit et ça garantit pour le consommateur un endroit où le produit est frais et le consommateur peut s'approvisionner. Donc les coopératives peuvent remplir une des fonctions, mais la fonction doit être double. D'un côté, fédération pour réduire les coûts, de l'autre côté, fédération pour commercialiser les produits.
Vaste domaine, vaste domaine. Mais en tous les cas, je retiens de ce que vous nous avez dit que finalement, il y a une production de fruits et légumes en Haïti. Il suffit d'aller faire un tour dans les marchés pour s'en rendre compte. Absolument. Encore que, vous allez dans les marchés, vous avez plein des paniers de citrons, et puis quand vous fouillez un petit peu, vous vous rendez compte que ce sont des citrons qui ont traversé la frontière et qui sont vendus ici. Bon, il y a la frontière est poreuse, c'est ça? Oui, donc, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que alors que M. Desjoie, Louis Desjoie avait inventé les huiles essentielles, en particulier avec le citron, le vétiver et le reste, aujourd'hui, les citrons que nous consommons ici viennent de Saint-Domingue. Alors, je dois vous dire qu'il y a aussi beaucoup de nos produits, par exemple, notre café est très vendu en Dominicaine. C'est vraiment un marché où il y a un échange, donc on ne peut pas blâmer, on ne peut pas accuser l'un de faire envers l'autre, de se mal comporter à l'égard de l'autre. Oui, non, ce n'était pas le but. Le but, c'était de signaler que, alors qu'on était des producteurs de citrons parmi les meilleurs qui soient, aujourd'hui, on ne trouve pratiquement plus de citrons haïtiens ici sur place. Ça dépend de l'endroit où l'on est. Bon, évidemment. Moi, dans mon jardin, j'ai 2 citronniers. Oui, bien sûr. Par exemple, du côté de Hinch, où j'ai été, d'ailleurs, il y a de grands citronniers, il y a de grands producteurs de citrons du côté de Hinch. La région de Hinch, pour les fruits, est tout à fait réputée, bien sûr. OK. Eh bien, merci, William. Domaine peut-être à fouiller un petit peu plus la prochaine fois. Vous me disiez que du côté de la bourse, c'était le statu quo. Oui, c'est le pas statu la peine quo. de... Bon, d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci, William, de nous avoir éclairé sur certains aspects de ce marché des fruits et légumes en Haïti, marché important et qu'on retrouve partout. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.